Attentat de Paris, 129 morts, 352 blessés, la France en deuil. Un des auteurs de l'attaque du Bataclan a été formellement identifié. Il s'agit d'un Français de 29 ans. Les premiers éléments de l'enquête dans ce 13h. Tous les messages de solidarité après ces attaques appellent à l'unité et à la paix. Aujourd'hui, journée de la paix, la Côte d'Ivoire célèbre l'événement ce dimanche à Agboville autour du thème « Un Ivoirien nouveau pour une paix durable ». Autre journée, c'est la journée mondiale de la vue qui a eu lieu à San Pedro, une cérémonie en vue de promouvoir la santé oculaire, mais lutter contre l'onchocercose et la cataracte. Bonjour. Quelles sont les motivations réelles de la création de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire? Quel est le bilan après plus de 2 années d'exercice? Pour en parler, Madame Viviane Zunon-Kipré, présidente de l'INADSI, l'Institut des administrateurs de Côte d'Ivoire, et par ailleurs présidente du conseil d'administration du groupe Fraternité Matin, est notre invitée ce dimanche. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour Madame Pla. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Dans une trentaine de minutes, nous allons échanger avec vous. Mais avant, revenons sur ce week-end noir en France. La France en deuil. L'État islamique a revendiqué les attentats sans précédent qui ont fait 129 morts. Cet effroyable bilan n'est que provisoire. Qui sont les kamikazes qui ont frappé? Où en est l'enquête? Y a-t-il des commanditaires? Les réponses tout de suite avec Sidonie Davila et Sylvie Touré. 3 équipes de terroristes ont agi vendredi soir de manière coordonnée, a relevé le procureur de la République de France. Selon François Molin, 2 des équipes ont agi à bord de 2 voitures différentes. Une a servi aux assaillants du Bataclan et l'autre aux attaques du restaurant Le Petit Cambodge à la Bonne Bière et rue de Charonne. Au fur et à mesure que les témoignages tombent, les profils des agresseurs se précisent. Il est à noter que les 7 terroristes morts dans les attaques ont agi à visage découvert, d'après les témoins. Ils n'avaient aucune intention de se rendre ou de s'enfuir. Ils venaient pour tuer et mourir. Les enquêteurs sont également sur une piste belge. 3 suspects ont été arrêtés à Molenbeek. Parmi eux, un Français, Ismaël Omar Mostefaï. Ce dernier a été identifié grâce à l'ADN prélevé sur un doigt coupé et comparé au fichier national automatisé des empreintes génétiques. Selon une source, il pourrait avoir connu Amédi Koulibaly, le preneur d'otages de l'Hyper-Cacher, lors des attentats de janvier. Les enquêteurs tentent par ailleurs de confirmer que le kamikaze a bien séjourné en Syrie en 2014. 7 proches d'Ismaël Omar Mostefaï, le kamikaze français du Bataclan, se trouvent actuellement en garde à vue. Son père, sa mère, son épouse, ainsi que 4 autres proches, dont les domiciles ont été perquisitionnés. Il s'agit pour les enquêteurs de vérifier si ces proches avaient connaissance ou non des projets d'attentat. Par ailleurs, la voiture utilisée par les terroristes pour mitrailler les clients des restaurants et de cafés rue de la Fontaine-au-Roi, Bichat et Charonne a été retrouvée à Montreuil dans l'est de Paris. Il s'agit donc de la pire attaque terroriste qui a jamais frappé la France. Horreur, carnage et scènes de guerre. Au moins 129 personnes ont été tuées et 352 blessés, dont 99 se trouvent dans une urgence absolue. L'organisation État islamique a revendiqué ces attaques. Le président français François Hollande a promis que la France sera impitoyable à l'égard des barbares. Il a décrété un deuil national de 3 jours et annoncé que tous les dispositifs de sécurité seraient renforcés à leur niveau maximal. Les Parisiens ont rendu hommage aux victimes des attentats. Les témoignages de solidarité venus du monde entier se multiplient, se succèdent. Après, entre autres, l'Allemagne, la Russie, en passant par la Turquie, les pays africains, notamment le Mali et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, où le président Alassane Ouattara a adressé un télégramme où il a exprimé ses condoléances et la solidarité de son pays au président français François Hollande et au peuple français.
Les États-Unis ont aussi condamné ces attentats odieux et exprimé leur solidarité. Les États-Unis qui ont bombardé pour la première fois hier samedi 14 novembre l'État islamique en Libye où l'organisation djihadiste s'est implantée à la faveur du chaos auquel est livré le pays 4 ans après le renversement de Muammar Kadhafi. Selon le Pentagone, l'Irakien Abu Nabil a été tué dans la nuit de vendredi à samedi. C'est la première fois, on l'a dit tout à l'heure, que les États-Unis bombardent l'aile en Libye. Autre actualité, autre sujet. Aujourd'hui, c'est la journée de la paix. Le thème retenu en Côte d'Ivoire est un Ivoirien nouveau pour une paix durable. Le gouvernement ivoirien appelle à l'engagement de tous, nous dit Moussa Konaté. La paix, absence de guerre, stabilité, cohésion, des facteurs qui assurent le développement d'une nation. La journée nationale de la paix célébrée le 15 novembre est donc l'occasion pour promouvoir les valeurs de paix. Cette journée consacrée à la promotion des idéaux de paix vise à célébrer les valeurs de ce patrimoine universel commun, si précieux et si indispensable pour la stabilité au sein des États, des nations, des communautés et des familles. Un Ivoirien nouveau pour une paix durable, c'est le thème de l'édition 2015 de la commémoration de la Journée nationale de la paix. La ministre Anne-Désirée Ouloto appelle à l'engagement de tous. Notre engagement commun doit être l'avènement de l'Ivoirien nouveau. Je voudrais, en conséquence, nous exhorter à poursuivre dans cette dynamique nouvelle du dialogue inclusif et fraternel qui permettra à chacune et à chacun de nous d'écrire avec fierté l'agenda de la paix de notre chère patrie. La Journée nationale de la paix a été instituée en mars 1996. La célébration officielle se tient ce dimanche 15 novembre dans la ville d'Agboville. Et justement, ce dimanche 15 novembre, la Côte d'Ivoire célèbre la Journée nationale de la paix. À Boaké, les populations se souviennent de cette valeur prônée par le premier président de la Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny, Hassan Kane et Léon Brou. La paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement, aimait à dire Feu le président Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui encore, les Ivoiriens s'en souviennent. Pour certains même, la paix commence par la famille et le voisinage. La paix va au-delà de l'absence de la guerre. Pour moi, la paix, c'est quand nous pouvons vivre en harmonie avec nous-mêmes, vivre en harmonie avec ceux qui nous entourent, nos voisins, au sein des familles. C'est en ce moment seulement que je pourrais dire que nous vivons en paix. La paix, c'est le préalable pour tout développement. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Surtout pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui sort d'une crise, je pense que chaque Ivoirien, comme l'a dit le père fondateur, doit faire de la paix son préalable. Car la paix, c'est un comportement vis-à-vis de son époux, de son épouse, comportement vis-à-vis de ses enfants, de son entourage, dans sa famille, dans son lieu de service. Ce dimanche 15 novembre, la Côte d'Ivoire va célébrer pour la 19e fois sa journée nationale de la paix. Ce sera l'occasion d'une remise en cause des comportements individuels et de la politique nationale pour le renforcement de la cohésion sociale, le tout pour créer et maintenir un climat favorable au vivre ensemble et au développement économique. Vraiment, Dieu merci à la paix. Nous, commerçants aujourd'hui, on est contents, tout le monde gagne. Donc vraiment, nous, on demande à tous les frères et sœurs, vraiment rien que la paix. Il faut la paix pour pouvoir avancer. Tant qu'il n'y a pas de paix, rien ne peut, on ne peut rien entreprendre. Donc quand on parle de la paix, il faut qu'on se soude les coudes pour créer un mouvement qui peut nous faire évoluer. J'invite mes collègues à œuvrer pour la paix. Les rancunes qu'on les garde de côté et on avance. C'est en 1996, sous son règne, que l'ex-président Rikonan Bédié a instauré par décret le 7 mars la Journée nationale de la paix. Objectif, manifester l'attachement de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens aux valeurs de paix enseignées par Feu le président Félix Houphouët-Boigny.
Et à l'occasion de cette journée de la paix, la Fondation Ampateba a magnifié les figures emblématiques de la non-violence, les temps forts avec Serge Collier. Félix Houphouët-Boigny, Mahatma Gandhi, Mère Teresa, Martin Luther King, Nelson Mandela et plusieurs figures emblématiques exposées à la Fondation Amadou Ampateba. Ces icônes sont des acteurs de paix. Ils en ont fait une quête permanente toute leur vie. Rokiatou Ampateba, responsable de la Fondation Amadou Ampateba, entend à travers cette exposition célébrer la paix universelle, inculquer aux générations actuelles et futures les valeurs de non-violence véhiculées par son père et tous ces grands hommes qui ont marqué l'histoire du monde. On a proposé une adaptation du conte d'Amadou Ampateba, Il n'y a pas de petite querelle, qu'il a eu à évoquer pour la première fois au sein de l'UNESCO, où il a joué un rôle important dans la résolution du différend israélo-palestinien. Il s'agissait de faire ressortir l'importance de ne pas minimiser une querelle aussi infime soit-elle, parce qu'on pourrait y laisser ses plumes. Ampateba disait qu'il n'y a pas de petite querelle, tout comme il n'y a pas de petit incendie, tout dépend du combustible. D'une bûchette d'allumettes, on peut ravager tout un continent. Avec le soutien de ses partenaires, notamment la congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix, la Fondation Amadou Ampateba a organisé plusieurs activités artistiques et culturelles. Des activités ponctuées par de nombreux messages d'unité et de non-violence. La Fondation Amadou Ampateba se veut un haut lieu de culture. Elle conserve le riche patrimoine culturel et les publications de ce savant africain qu'a été Amadou Ampateba. Dans la même veine, l'Église du christianisme céleste a également célébré la journée de la paix. Le sujet abordé est une Côte d'Ivoire unie sous la bannière du Dieu unique. Barakissa Bamba et Kunepa Gassoro. Ce rassemblement de prières et de louanges de l'Église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire au stade de Sidiézone de Yopougon répond à une double célébration. Rendre gloire à Dieu pour la paix retrouvée, mais aussi perpétuer les idéologies du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, qui avait fait de la paix une seconde religion. Que la Côte d'Ivoire soit sous la bannière de Dieu. Si on se confie en Dieu, il n'y a pas de parole. La besoin de Dieu, c'est la paix. Donc, paix sur la Côte d'Ivoire, dans vos maisons, chez chacun, pour qu'on soit heureux, car sans Dieu, il n'y a pas de développement. L'idéologie du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, celle de faire de la paix la seconde religion en Côte d'Ivoire, ce principe de vie, les fidèles de l'Église du christianisme céleste veulent s'en approprier. Ils l'ont signifié à l'occasion de la Journée nationale de la paix, instituée le 15 novembre de chaque année. Nous demandons à Dieu de nous aider pour que la vraie paix venant de lui soit en chacun d'entre nous, pour que chacun d'entre nous puisse pardonner le mal que son frère lui a fait. La jeunesse a besoin d'hériter d'une église unie et forte. Et c'est pourquoi nous prions tous les jours, tous les matins, pour tous nos dignitaires, afin qu'ils se retrouvent et qu'ils se parlent. Et qu'à travers leur union, la Côte d'Ivoire puisse retrouver la paix. Adoration, prières, chants et danses ont également meublé cette journée nationale de la paix, célébrée par les fidèles de l'église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire. Les ambassadeurs de la paix du Sud Comoé ont initié une journée de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Objectif, inciter les populations ivoiriennes à promouvoir la paix dans leur environnement. Reportage Emman Niamien. Prière pour la consolidation de la paix et de l'unité à la mosquée Fatima Zahara de Grand Bassam. L'initiative des ambassadeurs de la paix du Sud Comoé vise à amener les populations à cultiver davantage la paix et la cohésion afin de permettre à la Côte d'Ivoire de renforcer l'unité nationale. Nous avons initié cette journée de prière dédiée à la paix et à la cohésion sociale. Vous savez, si la Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui la journée nationale de la paix, parce que l'islam avait déjà enseigné cette paix-là bien avant la date d'aujourd'hui. Depuis le prophète Mahomet, paix et salut de Dieu soient sur lui. Il a enseigné l'humanité tout entière par sa façon d'être. Il a opté pour la non-violence. Il a enseigné, même ceux-là même qui ne veulent vraiment pas le reconnaître aujourd'hui, ce que c'est que la paix. En plus des ambassadeurs de la paix du Sud Comoé qui ont pris d'assaut la mosquée Fatima Zahara de Grand Bassam,
Plusieurs fidèles musulmans ont également effectué le déplacement. Tous se sont engagés à prôner la paix dans leur milieu de vie. Les fidèles chrétiens de l'église Papa Nouveau se sont retrouvés à Tukuzu, aux Zalem, pour commémorer l'élévation de Papa Nouveau. La direction des cultes était également représentée à cette cérémonie. On reste toujours avec Emma Niamie. L'élévation du saint prophète Papa Nouveau commémorée dans la ferveur par les fidèles chrétiens de l'église Papa Nouveau. Pour cette 14e édition, les fidèles de l'église ont effectué nombreux le déplacement de Tukuzu aux Zalem. Une commémoration pleine de sens pour cette communauté religieuse. Cette cérémonie d'aujourd'hui a pour objet principal de célébrer, de prier pour notre saint prophète qui s'est élevé afin que Dieu puisse augmenter sa puissance, la puissance de son Saint-Esprit et qu'il puisse à son tour intercéder en notre faveur auprès de Dieu comme favorable. Les fidèles de l'église Papa Nouveau ont eu le soutien de l'État et des autres confessions religieuses, représentées par son éminence Nangu Adiako Faustin, président mondial de l'église Ariste. Nous sommes venus aujourd'hui à ce pèlerinage pour dire merci à Dieu et de recommander son âme à Dieu, de regarder sa lumière. Ce que nous demandons, que cet esprit revienne sur notre génération pour que nous aussi nous puissions préserver cette œuvre, la perpétuer. Nous sommes venus apporter notre soutien à une communauté qui fait son pèlerinage. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Et relever que M. le ministre d'État n'a de cesse, n'est-ce pas, d'apporter son appui aux communautés religieuses, quelle que soit, j'allais dire, leur obédience. Comme il est de coutume, à chaque célébration de l'élévation du saint prophète Papa Nouveau, les fidèles ont organisé une semaine de pèlerinage. Pèlerinage au cours duquel ils ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire et également pour le repos des âmes des pèlerins ivoiriens décédés à la Mecque, en Arabie Saoudite. Pour clore cette cérémonie de commémoration, les différentes délégations sont allées s'incliner sur la tombe de l'illustre disparu. Pour rappel, c'est le 20 septembre 2001 que le prophète Papa Nouveau est décédé. La conférence des leaders corps du Christ en mouvement a organisé à la Bibliothèque nationale au Plateau une cérémonie de consécration et d'ordination de 42 serviteurs et servantes de Dieu. Le point avec Félix Amani et Alexis Ouedraogo. 42 serviteurs et servantes du mouvement chrétien Conférence des leaders corps du Christ en mouvement ont été consacrés et ordonnés cette fin de semaine en réponse au verset biblique stipulant « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers ». C'est une vision que le Seigneur nous a inspirée dans le but d'abord de reconnaître les personnes qui sont appelées à l'œuvre de Dieu, les encourager, les encadrer et leur donner aussi des rudiments élémentaires pour être efficaces dans le champ missionnaire. Les serviteurs ont reçu l'onction d'huile qui les confirme dans leur ministère. Ça a été un honneur pour moi d'être ordonné. Je peux dire que cette nation a trouvé le Samuel qu'il nous fallait. Le Seigneur nous fait la grâce, n'est-ce pas, de nous appeler aujourd'hui à un ministère encore plus fort, le ministère prophétique. Et j'ose croire que je saurais compter sur lui. Lui qui m'a appelé à ce ministère-là. Avant cette célébration, les 42 serviteurs ont bénéficié de 5 jours d'enseignement du premier responsable du mouvement. Cap sur la primature où l'ancien directeur Afrique de l'Agence française de développement est à Abidjan. Il a été reçu par le Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan a également échangé avec le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Les deux hommes ont abordé des questions d'ordre économique. Hervé Blé et Aboulaye Kone. Le groupe Compagnie fruitière va bientôt investir 7 milliards de francs CFA pour accroître la production de la banane bio en Côte d'Ivoire. C'est l'ancien directeur Afrique de l'Agence française de développement, AFD, qui l'a annoncé au sortir d'une audience vendredi avec le Premier ministre. Nous avons donc effectivement évoqué des perspectives d'accompagnement des plantations villageoises de bananes dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ce sont des projets extrêmement importants puisqu'ils permettent
de développer un tissu en quelque sorte de producteurs nationaux qui contribuent à produire une banane qui en plus de surcroît est une banane bio, donc une banane qui est bien valorisée sur les marchés européens. L'investissement sera financé en partie par l'Union européenne. La création de ces plantations permettra la mise en place d'un réseau de producteurs nationaux qui contribuera à la lutte contre le chômage. Au cours d'une autre audience, le Premier ministre a reçu le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Pierre Laporte a renouvelé les intentions de la Banque mondiale à accompagner notre pays dans son développement. On a beaucoup parlé aussi aujourd'hui de l'importance du secteur privé dans le développement du pays. Et le secteur privé, la compétitivité et les aspects de l'environnement des affaires et toutes les réformes qui se concernent de ce secteur. Et voilà, c'est ça en gros les programmes qui vont venir dans les prochains 3 ans. Et on parle d'un montant de 800 millions de dollars. L'énergie, l'agriculture et les infrastructures sont entre autres quelques dossiers auxquels s'attaquera la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Dans le domaine de la santé, la journée mondiale de la vue a été célébrée hier. L'événement a eu lieu à San Pedro, une cérémonie en vue de promouvoir la santé oculaire, mais aussi lutter contre l'onchocercose et la cataracte. Thème retenu cette année, les soins oculaires pour tous. Kone Pagasoro. C'est la cour du centre hospitalier et régional de San Pedro qui a servi de cadre pour la célébration de la journée mondiale de la vue. Une journée qui vise à promouvoir la santé oculaire, mais aussi à sensibiliser davantage les populations à la prévention et au traitement de la perte de l'acuité visuelle. Thème retenu cette année, les soins oculaires pour tous. En prélude à cette journée, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, à travers le programme national de la santé oculaire et de la lutte contre l'onchocercose chaque année, initie une consultation foraine ophtalmologique gratuite et des chirurgies de la cataracte. À San Pedro, plus de 800 personnes ont été examinées, dont 83 cas de la cataracte opérés. Au cours de cette cérémonie, les responsables du projet Seeing is Believing ont offert à la direction régionale de la santé de San Pedro du matériel médical ainsi que des attestations aux agents de santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, dans le monde, une personne devient aveugle toutes les 5 secondes et un enfant toutes les minutes. Depuis un certain temps, Bouaké connaît de véritables mutations dans le milieu du transport urbain. Des motocyclettes devenues aujourd'hui un moyen de locomotion par excellence. Mais comment se fait le montage des motos? Incursion dans l'univers du commerce des motos avec Maria Kobi et Léon Brou. Bouaké, quartier Yamourou, Mamadou, 20 ans, mécanicien, assemble des pièces détachées. Sa spécialité, le montage de motos, un métier qu'il exerce à la suite d'une formation de 3 mois reçue auprès d'Indiens. Selon lui, obtenir une moto opérationnelle passe par différentes étapes. On est 3. Moi, je fais côté des moteurs. Mon frère, lui, il fait côté derrière, pinés, avec les capots. Notre patron, lui, il fait devant. Guidon, avec les contacts, avec l'électricité aussi. Côté des moteurs, là, il faut que tu sais un peu. Il y a un câblateur, avec les posters. Avec les fils qui sont débrassés là, tu dois mettre tout ça avant de monter le moteur. Tu dois serrer les chaînes avec les valants, avec les postes qui sont enterrés là. Pour monter une moto, on peut faire 1 heure de temps. Par jour, on peut faire 10 motos. Et à la fois, on peut monter 15 aussi. Les motos vendues à Bouaké proviennent en grande partie de la Chine et de l'Inde. Elles arrivent en pièces détachées conditionnées dans des caisses. Après assemblage de ces pièces, le tour n'est pas toujours joué. Des tests s'imposent. Il y a les clients qui veulent avoir les motos en caisse. Ils veulent aller monter d'eux-mêmes, voir le processus de montage. Il y a d'autres qui veulent qu'on monte devant eux ici. Si c'est le cas, on a nos enfants qui ont été formés par des spécialistes chinois, indiens, qui ont fait des stages de 3 mois pour qu'ils puissent monter les motos de manière vraiment conséquente. Il va qu'il y ait des panneaux de moteurs et autres. Les tests se font lors de l'achat de la moto. Lorsqu'un client paie une moto, avant qu'il ne parte avec la moto, on fait l'allumage ici. Les entretiens ici, les serrages et autres. Et le client fait des tours en ville pour voir si la moto est en forme. Quand il y a ces problèmes, il revient vers nous et nos enfants sont là juste pour cela. Dans tous les cas, une fois la moto montée, elle est exposée pour sa vente. Les mécaniciens passent ainsi le relais aux commerçants, des jeunes qui ont également trouvé leur mode d'insertion socio-professionnelle.
comme c'est le cas de Nassir. Depuis 2003, je vends les motos. À ce temps, il n'y avait rien, nous on ne travaillait pas. Au lieu de s'asseoir, tu ne fais rien, tu t'engages pour faire quelque chose, pour avoir mangé. Je travaille avec l'un de mes patrons et c'est lui qui m'a montré les circuits. Donc on partait prendre les motos à Korogo. On a commencé comme ça, un peu jusqu'à aujourd'hui. Le montage de motos, une chaîne à 3 maillons représentant des spécialités différentes. Un mécanicien chargé du moteur, le deuxième de l'avant et le troisième mécanicien chargé de l'arrière de la moto. C'est donc un secteur pourvoyeur d'emploi, malheureusement encore dans l'informel. Parlons cinéma en images, le Festilag. Entendez Festival international du film des lacs et lagunes. La 4e édition aura lieu du 17 au 21 novembre prochain dans les communes d'Abidjan et de Grand Bassam. Le Festilag est une initiative de Nakissi Savané. C'est un événement annuel qui consiste à projeter en plein air des films de différents genres, une façon de réconcilier le public avec le 7e art. Pour l'édition 2015, le festival rendra hommage au cinéaste ivoirien Idriss Diabaté. 4 prix seront décernés, entre autres celui du meilleur long métrage et court métrage, celui du meilleur documentaire. En plus des projections publiques, le festival va aussi être une plateforme de formation aux techniques cinématographiques. L'État a décidé de construire un grand stade olympique et c'est le site d'Ebimpe, près d'Anyama, qui a été choisi. En attendant le début effectif des travaux, il faut d'abord régler la question des droits coutumiers liés au terrain. Le ministre des Sports et Loisirs a échangé avec les populations sur le sujet. Benson Pieraka. C'est ici à Ebimpe, dans les environs d'Anyama, que se dressera fièrement le futur stade olympique national. Si la perspective de cet édifice enchante les sportifs qui attendent depuis longtemps une enceinte sportive digne de la réputation de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas tout à fait le cas des populations qui ont beaucoup d'inquiétudes. Inquiétudes exprimées par les propriétaires terriens, inquiétudes concernant l'acte officiel donnant droit à l'État de Côte d'Ivoire, inquiétudes sur la superficie réelle du site à exploiter et le coût du mètre carré. Cette rencontre sur la purge des droits coutumiers s'est déroulée dans une atmosphère conviviale qui a permis au ministre François-Albert Amicha de rassurer Ebimpe sur la ferme volonté de l'État de jouer sa partition. Le président de la République souhaite que tout soit mis en place le plus rapidement possible. Et le budget 2016 a pris un certain nombre de dispositions qu'il faudrait mettre en pratique. Il était donc important que nous puissions informer les populations d'Ebimpe et souhaiter leur collaboration franche pour que les travaux puissent commencer effectivement pendant le premier trimestre de l'année 2016. Ces droits coutumiers sur les 287 hectares à utiliser, dont 40 pour le stade de 60 000 places, s'élèvent à environ 6 milliards de francs CFA. 600 millions ont été décaissés en 2015 et 2 milliards sont prévus en 2016. La Côte d'Ivoire a pris des engagements pour l'organisation de grands événements sportifs et chacun doit l'aider à les tenir. Les Jeux de la francophonie approchent, il est vrai, à foulée de géants. Mais le ministre des Sports a indiqué que des dispositions spéciales sont prises pour que l'exercice 2016 permette de rattraper le retard. La Côte d'Ivoire sera bien prête en juillet 2017 pour accueillir les 80 délégations des Jeux de la francophonie. Hors de nos frontières, et c'est en image, l'opposant et candidat à la présidentielle de 2016, Ama Amadou, a été arrêté samedi dès sa descente d'avion à l'aéroport de Niamey lors de son retour au Niger après un an d'exil en raison d'accusations de trafic de bébés. L'Angola célèbre ses 40 ans d'indépendance, événement célébré donc à la Riviera Golfe où la Côte d'Ivoire et l'Angola ont décidé de renforcer leur coopération. Sidonine Davila pour plus de détails. Au monde à l'indépendance d'Angola. 11 novembre 1975, 11 novembre 2015. Cela fait aujourd'hui 40 années que le leader du mouvement populaire de libération de l'Angola, MPLA, Agostinho Neto,
proclamait l'indépendance de l'Angola, un pays situé au sud-ouest de l'Afrique. Dans la capitale ivoirienne, la communauté angolaise vivant en Côte d'Ivoire a vibré au rythme de la célébration des 40 ans d'indépendance de cette ancienne colonie portugaise. À l'occasion de cette sobre cérémonie, l'État de Côte d'Ivoire et celui de l'Angola ont reconnu et souligné le ralentissement de leur coopération. Les relations de fraternité, d'amitié et de coopération entre l'Angola et la Côte d'Ivoire datent de longues décennies. Qu'il existe entre la Côte d'Ivoire et l'Angola une commission mixte, mais malheureusement, et je dois l'avouer, que ce document est resté dans les tiroirs de nos ministères. L'Angola et la Côte d'Ivoire, qui partagent la quête permanente du développement, se sont donné les moyens d'une coopération riche et diversifiée pour exploiter au mieux leurs potentialités respectives. Malgré ces importants instruments, les échanges économiques et commerciaux entre nos deux pays, et je conviens avec vous, demeurent assez faibles. Le 1er juin 2001, les deux États, l'Angola et la Côte d'Ivoire, mettaient en place une grande commission mixte de coopération restée en veilleuse depuis lors. Aujourd'hui, à la faveur des 40 ans d'indépendance de la République d'Angola, les deux parties ont convenu de donner de l'énergie à leur coopération en commençant par appliquer les accords de cette grande commission mixte. Place maintenant au magazine du dimanche et comme annoncé, nous sommes avec la présidente du conseil d'administration du groupe Fraternité Matin, Madame Viviane Zunon-Kipré, présidente de l'INADSI, l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire. Merci Madame d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, madame. Nous allons faire le bilan de vos activités, mais avant, voyons d'abord ce reportage de Sita Soro, reportage qui plante bien le décor. Il parle du rôle de l'INADSI. Regardez. Créé le 9 avril 2013, l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, INADSI, est né de la volonté d'un groupe de dirigeants d'entreprises et d'organisations professionnelles de mettre en place un mécanisme de partage de bonnes pratiques en matière de gouvernance et de responsabilité sociétale des entreprises. C'est une organisation spécialisée dans la professionnalisation du métier d'administrateur pour une meilleure gouvernance des entreprises. Elle entend être un instrument efficace pour les dirigeants qui souhaitent améliorer leurs compétences en matière de gouvernance. L'INADSI a pour mission d'encourager l'excellence, promouvoir la bonne gouvernance au sein des conseils et de contribuer au développement professionnel des administrateurs de sociétés. C'est également un cadre d'échange, d'expérience et de promotion des bonnes pratiques de gouvernance des entreprises. Elle représente l'ensemble des administrateurs et formule des propositions visant à améliorer les conditions dans lesquelles ils exercent leur mandat. Depuis sa création, l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire a mené plusieurs activités, à savoir des points presse, des conférences et des sessions de formation des administrateurs. À ce jour, l'INADSI compte près de 150 administrateurs adhérents. L'Institut dispose également d'un programme de certification de ses membres. Madame la Présidente, vous avez quelque chose à ajouter à ce reportage de Sita Soro? Non, je crois qu'il est vraiment très bien fait. Vous avez balayé tous les éléments. Et donc, contribuer à la promotion et au partage des bonnes pratiques de gouvernance au sein des conseils d'administration, c'est ce que nous avons entendu tout à l'heure. Comment cela peut se faire? Cela se fait à travers des formations, des sessions de formation que nous organisons, des conférences publiques, des rencontres d'échange de bonnes pratiques de gouvernance, des rencontres pour échanger sur nos expériences en entreprise. Quel objectif visez-vous donc? L'objectif essentiellement visé, c'est la pérennisation, la performance des entreprises de Côte d'Ivoire. Et ceci à travers la formation. En fait, nous devons, notre objectif final, voilà, c'est d'apporter notre contribution à l'amélioration du tissu économique
de notre pays à travers la bonne tenue des conseils d'administration et des directions générales. Qu'est-ce que vous appelez bonne tenue des conseils d'administration, Madame Zinon? Il s'agit, vous savez, les administrateurs, les dirigeants sociaux ont des obligations vis-à-vis des actionnaires, vis-à-vis de ce qu'on appelle aujourd'hui les parties prenantes que sont les fournisseurs, les clients, le personnel de l'entreprise et même l'environnement dans lequel l'entreprise opère. Et donc, il s'agit pour l'INADSI de donner les moyens aux dirigeants d'entreprise d'être armés pour bien remplir leur mission. Cela paraît toujours vague, de façon concrète. De façon concrète, c'est la bonne tenue des conseils d'administration. Le rôle d'un conseil d'administration, c'est de contrôler la gestion du directeur général. Donc, à partir des éléments fournis par le directeur général, les administrateurs doivent pouvoir poser les bonnes questions et infléchir la marche de l'entreprise à travers des directives qui sont données. Qu'est-ce que vous avez constaté avant, en parlant de bonne tenue? Quel était l'état des lieux avant? L'état des lieux, voilà, justement, il faudrait qu'on en parle. Pourquoi est né justement l'INADSI? C'était à la faveur de l'adoption du Code de gouvernance et de responsabilité sociétale des entreprises que nous nous sommes rendus compte que les règles édictées par ce code étaient très différentes. Enfin, il y avait un grand fossé entre ces règles édictées et les pratiques en entreprise. Les conseils d'administration, autrefois, et ce n'est pas pour notre pays seulement, étaient considérés comme un organe de représentation qui faisait juste de la figuration et qui ne s'intéressait pas vraiment à la marche de l'entreprise. À l'essentiel. À l'essentiel, à la marche de l'entreprise. Aujourd'hui, dans le monde, nous assistons à une professionnalisation, à une responsabilisation de tous ces mandataires sociaux que sont la direction générale et le conseil d'administration. Donc, il s'agit pour les administrateurs de veiller à la performance de l'entreprise, quel que soit le secteur d'activité. Une entreprise est faite pour créer de la valeur. Donc, il faut que les mandataires sociaux s'attellent à cela en appliquant de saines règles de gestion. Et justement, l'une des vertus que prône l'INADSI, c'est bien sûr la bonne gouvernance. Dans ce domaine, qu'est-ce qui a été fait? Dans ce domaine, nous formons nos administrateurs. Nous formons nos administrateurs et même nos directeurs généraux également. Je pourrais vous parler des modules de formation que nous avons eu à organiser. Nous avons fait des formations assez lourdes qui portent sur 2-3 jours et qui permettent d'armer les administrateurs. Nous avons un module que nous avons appelé « Mission et responsabilité des mandataires sociaux ». Dans ce volet-là, nous faisons prendre conscience aux administrateurs de toutes leurs responsabilités, parce que leurs responsabilités peuvent être engagées tant au plan civil, au plan administratif qu'au plan pénal. Donc, ce module permet d'attirer l'attention de l'administrateur sur ses responsabilités qui lui incombent et de l'armer pour y faire face. Nous avons un autre module que nous avons appelé « Finances pour non-financiers ». Vous savez, nous arrivons dans les conseils d'administration, chacun avec sa spécificité, chacun avec une formation donnée, et nous ne sommes pas forcément assez armés pour appréhender les comptes d'une entreprise. Donc, ce module « Finances pour non-financiers » permet à l'administrateur d'appréhender un bilan, de savoir lire
un compte d'exploitation, de savoir analyser un compte de résultats afin de pouvoir poser les bonnes questions, parce que quand il a maîtrisé cela, il a, comment dirais-je, il a la photographie, pour ainsi dire, financière de la marche de son entreprise. Donc, finance pour non-financiers a pour objectif donc de former nos administrateurs à l'analyse des comptes financiers de l'entreprise. Nous avons un autre volet qui est enfin du media training, qui permet à l'administrateur d'améliorer son impact en conseil d'administration, de savoir faire passer ses messages, de savoir faire passer son opinion par rapport à la marche de l'entreprise. Voilà. Quel bilan dressez-vous donc aujourd'hui après près de 3 ans d'existence? Avez-vous un bilan donc à dresser? Le bilan, il est jugé comment? Le bilan, nous le jugeons satisfaisant. Nous le jugeons satisfaisant de par la formation, les différentes formations que nous avons eu à donner. Là, je vous ai parlé que d'une partie, parce qu'à côté de ce que nous faisons, je vous ai indiqué, nous avons aussi des rencontres thématiques qui durent sur une demi-journée et qui, je pourrais vous en énumérer quelques-unes. Donc, oui, si vous permettez que je me réfère à mon document, nous avons, par exemple, Performance Class, l'INADSI Performance Class, donc, qui traite de ces thèmes-là, a eu à analyser, par exemple, la prévention et la détection de la fraude financière en entreprise, le rôle du tribunal du commerce. Cette session a été animée par le président du tribunal du commerce d'Abidjan. Nous avons aussi bonne gouvernance et intégration économique, rôle des marchés boursiers. Ce module a été animé par le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Gouvernance d'entreprise, respect des textes de l'OHADA et bonnes pratiques. Ce module a été, par exemple, mené en collaboration avec la BCC et avec la Chambre de commerce de l'Union européenne, Eurocham. Voilà toutes ces choses que nous avons faites, une dizaine au moins de formations. Quand nous voyons toutes ces formations que nous avons faites, quand nous voyons l'engouement que ça a suscité, le nombre de nos membres qui y ont participé, leur degré de satisfaction, quand nous voyons aussi tous les partenariats que nous avons signés avec d'autres organisations, nous disons que notre bilan, il est positif, mais nous n'allons pas faire de l'autosatisfaction. Nous pensons qu'il y a encore beaucoup à faire en matière de gouvernance d'entreprise. Donc, en clair, la bonne gouvernance est un concept qui s'impose aujourd'hui aux dirigeants d'entreprise. Pourquoi? Les dirigeants d'entreprise ont une responsabilité. D'abord, l'entreprise a pour vocation de créer de la valeur. Et les dirigeants d'entreprise ont une responsabilité importante vis-à-vis des investisseurs. Et je l'ai déjà dit, et vis-à-vis de toutes les parties prenantes. Et donc, les administrateurs ont pour mission de veiller à la bonne marche de ces entreprises. Vous savez, nous avons assisté, il n'y a pas si longtemps que ça dans le monde, à beaucoup de scandales. Je pourrais citer le cas Enron, le cas Bernard Madoff, le cas Lehman Brothers, de grosses entreprises qui avaient pignon sur rue. Pour certaines, elles avaient même leurs comptes avaient été certifiés par les commissaires aux comptes, et puis du jour au lendemain, elles ont fait faillite avec le lot de licenciement de personnel, de perte des avoirs des petits porteurs, de poursuites judiciaires et tout ça. Donc ceci a amené les marchés, les marchés financiers, des organisations professionnelles, des organisations telles que l'ONU, la Banque mondiale, l'OCDE, à se pencher sérieusement sur la marche des entreprises et à
renforcer les règles de gestion de ces entreprises-là. L'Institut existe donc dans combien de pays au total? L'Institut existe dans beaucoup de pays du monde. Si nous devons parler de l'Afrique, nous avons 20 instituts qui sont regroupés au sein du réseau africain de bonne gouvernance. Et donc en Afrique, on peut voir, en Afrique francophone, j'ai dit 20 globalement, mais en Afrique francophone, nous avons les instituts du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, nous avons l'Institut sénégalais et l'Institut de Côte d'Ivoire. Alors, dans l'Union monétaire, le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont les deux pays à avoir adopté un institut de gouvernance. Quelles sont vos perspectives pour 2016? Pour 2016, nous avons un gros chantier qui est la certification des administrateurs. C'est une formation, c'est un module, pardon, c'est une formation qui va se faire sur 3 ans, qui s'adresse aux hauts cadres qui veulent se destiner au métier d'administrateur. Donc, ils auront une formation très poussée, organisée par l'INADSI et d'autres partenaires pour offrir en Côte d'Ivoire, ou créer en Côte d'Ivoire un vivier d'administrateurs indépendants à mettre à la disposition des investisseurs tant nationaux qu'internationaux. Ça, c'est le gros challenge. Nous avons aussi la journée de l'administrateur que nous allons organiser et qui va nous permettre de nous retrouver avec les administrateurs venus de tous les pays d'Afrique et même d'autres pays européens, américains, pour, au cours d'une ou de 2 journées, de balayer un peu tout ce que nos instituts font et comment améliorer encore ce que nous faisons pour vraiment prôner la bonne gouvernance en entreprise. Merci Madame Viviane Zunon-Kipré, présidente de l'INADSI, d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes aussi la présidente du conseil d'administration du groupe Fraternité Matin et avec vous, nous avons dressé le bilan de votre institut, l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire. Merci pour votre contribution. Merci. C'est la fin de ce 13h supervisé par Jean-Jacques Ouaméala. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité.